Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mes fabuleuses découvertes scientifiques, ou plus simplement de mon apport à la science par mon analyse des observations de mes collègues scientifiques. Oui, parce que j'ai des collègues scientifiques, puisqu'on peut avoir accès à tous les collègues scientifiques que l'on veut dans le monde grâce à Internet et à ce réseau d'informations, cette espèce de réseau neuronal géant sur toute la Terre où tous les petits hommes sont un neurone et toutes les connexions Internet entre ces individus et ces organismes aussi scientifiques sont comme des connexions synaptiques qui permettent la transmission d'informations, mais aussi l'analyse de cette information par des millions d'individus. Donc on n'a plus besoin d'avoir un individu diplômé qui a accès aux revues scientifiques. Tout le monde maintenant peut avoir accès aux revues scientifiques. Bon, alors il se trouve que moi, c'est mon boulot, puisque l'anatomie, c'est mon travail. C'est-à-dire mon travail, c'est que je gagne à peu près 10K par mois avec l'étude de la biomécanique humaine. Mais pour avoir ce niveau en biomécanique humaine, je ne l'ai pas sorti de mon cul, comme je dis tout le temps. J'ai été formé par Jean-François Debord, des Beaux-Arts, qui était un spécialiste, pendant 9 ans, j'ai été formé, de la morphologie et de l'étude de la forme, et des muscles, donc quelqu'un qui était très fort. J'ai été formé par Dominique Bastian pendant de nombreuses années à la dissection et à l'anatomie. Il était professeur de médecine, professeur d'anatomie et passionné d'évolution humaine et en même temps de peinture et de dessin. Donc je bossais avec lui et j'avais le droit à mes cours gratuits de dissection, puisque lui-même était prof de dissection et passionné de dissection, et on finissait souvent tous les deux, ou plutôt tous les trois. On avait un autre pote avec nous qui venait, un copain très sympa, un autre dessinateur, hein, et on étudiait tout ça. Donc j'ai une grande connaissance, plus une passion pour l'évolution humaine et la primatologie, donc l'étude des structures humaines, de leur évolution. Donc je suis devenu quelqu'un qui, dans le domaine de la biomécanique du système locomoteur humain et des primates, a un des meilleurs au monde, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la structure du corps, l'évolution de notre corps, mais aussi l'évolution de notre cervelle, de notre cerveau, qui est directement liée à nos structures morphologiques, nos structures anatomiques, directement influencées et modelées par le milieu. Donc, je vous fais cette vidéo parce que nous avons un individu qui est une petite merde, qui fout la merde, c'est en permanence, il a même été viré là momentanément d'une faculté, de la fac de Nancy, qui s'appelle Thomas Durand. Et Thomas Durand vient chercher la merde en permanence, et il vient épier mes conversations sur mes réseaux sociaux ou ailleurs quand je discute avec des gens de façon aimable, et il les copie pour se moquer des gens. Alors malheureusement, il n'apporte jamais aucun contre-argument à ce que je dis, n'est que dans la moquerie, dans le sourire narquois, mais malheureusement, on l'a bien débunké. C'est lui qui a dit qu'il m'avait débunké, D'ailleurs, je pense que je vais l'attaquer en justice pour avoir dit que je blessais des gens, donc nuire à mon travail et porter atteinte à ma réputation et à mon travail, puisqu'il a dit que je blessais des gens, ou qu'il me soupçonne de blesser des gens. Bon, il y a des doutes maintenant, il me soupçonne, à part ma méthode, ma méthode, mes livres, alors que ça fait pas loin de 30 ans que je fais des livres dans ce domaine. Je suis le leader mondial, je viens d'en balancer 60 000 aux États-Unis, là. Donc leader mondial, je suis le Français qui vend le plus de livres actuellement, en tout cas ces mois-ci aux États-Unis. Et j'ai pas encore eu une seule plainte, et je suis le leader, dans ce domaine, et je suis le premier à avoir apporté beaucoup de la biomécanique pure et dure dans l'étude du corps humain et de la pratique des sports, et particulièrement de la musculation. Donc je vais vous lire un petit passage qu'il a coupé pour se moquer de moi, et ça me permet justement de vous expliquer mes grandes découvertes, parce que ce monsieur se fout de ma gueule. Mais la moindre des choses quand on est un scientifique, c'est de contre-argumenter, et ce monsieur ne contre-argumente pas, Je ne suis pas au niveau des pyramides de Grimaud, je ne gonfle pas mon CV moi, comme
comme Albert Kahn, hein, qui d'ailleurs fait un très bon travail, mais je suis, moi, d'une honnêteté à toute épreuve. Je ne dis pas qu'Albert Kahn n'est pas honnête, hein. Je dis que moi, je suis indéboulonnable là-dessus. Et quand il m'attaque, il ne peut rien prouver puisque nous l'avons démonté quand il m'a attaqué sur la morphologie, qui n'avait, paraît-il, pas d'influence sur les blessures. Nous lui avons passé sans étude, hein, montrant que la morphologie avait une influence sur les blessures en sport, hein, syndrome d'accrochage de l'épaule, morphologie de la hanche, hein, avec hanche plus ou moins ouverte, genou valgum, genou récurvatum, pied pronation, pied supination, toutes les pathologies qui en découlent. Et puis je ne parle pas des syphoses, des lordoses plus ou moins accentuées qui sans être pathologiques, ça font qu'en sport, tu peux avoir des lésions vertébrales différentes. Donc ce sont des abrutis puisqu'ils ont dit qu'il n'y avait aucune influence de la morphologie sur les blessures. Ils sont allés jusqu'à nier que la pratique du blocage, hein, rachis en extension, était quelque chose qui n'était absolument pas prouvé, qu'il ne fallait pas le faire, et ils m'ont attaqué, hein, alors en disant que même la médecine suisse fait la promotion maintenant d'arrondir le dos, ce qui est complètement faux. La médecine suisse cantonale ne fait absolument pas ça. On a passé, hein, tout ça. Ce sont des malades qui blessent des gens d'ailleurs, mais en plus ils se moquent de moi. Donc voilà, maintenant que j'ai fait 6 minutes d'introduction, je vais vous montrer le petit texte qu'il a écrit pour se moquer de moi, hein. Il a mis, hein, à la question d'un internaute qui demande à Frédéric Delavier sous une vidéo quelles sont ses découvertes, voici la réponse. Ce monsieur, hein, scientifique, vient faire des screenshots de mes conversations. C'est un petit fouille-merde, hein. T'imagines le niveau du mec à 43 ans faire des screenshots de ce que je fais, hein. T'as pas autre chose à faire, t'as pas à faire de la recherche scientifique, parce que pour le moment, à part critiquer les autres, tu ne crées rien et tu ne fais rien. Voilà, tu vis de la critique, hein, et tu ne vis pas de la création et de la découverte, hein. C'est ça ton problème. Alors, moi j'ai répondu, la cause, alors, à la question d'un internaute qui me demande sous la vidéo quelles sont les découvertes, voici la réponse. Alors j'ai mis, alors le garçon me pose, je ne vous connais pas, mais c'est quoi les découvertes scientifiques fabuleuses que vous faites? Je dis fabuleuses parce que oui, je fais des découvertes fabuleuses, je ne suis pas le seul, hein. J'ai passé des vidéos montrant qu'il y avait quelques individus qui faisaient actuellement en paléontologie des découvertes sublimes, hein. Et d'ailleurs, euh, on peut aussi dire qu'actuellement, on a un prix Nobel de médecine qui a été donné à un paléontologue, Svante Pabo, pour ses magnifiques découvertes sur l'hybridation, si vous voulez, ou plutôt le métissage entre sapiens africains, si vous voulez, remontant d'Afrique, et des néandertaliens qui sont des pré-sapiens, hein, remontés en Europe et qui se sont adaptés. Donc lui, il l'a prouvé grâce aux séquenceurs. Il a eu l'idée de séquencer des restes de génome bien conservés, hein, ce qui était très dur à trouver à l'époque. Et maintenant, il est à la base de la paléontologie génétique, hein. Donc c'est quelqu'un qui a apporté énormément, donc on est très content. Donc moi aussi j'ai apporté énormément, puisque moi dans un autre domaine, moi c'est l'anatomie, c'est l'analyse générale. Et par exemple, alors le monsieur me demande, je ne vous connais pas, mais c'est quoi les découvertes scientifiques fabuleuses que vous faites? Et alors je lui ai répondu, je vais vous les passer en revue, mais j'en ai fait plein d'autres, hein. Ça fait pas, je les sors pas de mon cul, comme je dis, hein. Ça fait plusieurs décennies que j'étudie, et il se trouve qu'en étudiant ça, à un certain moment, le savoir que nous accumulons et dans notre petite cervelle et les connaissances que nous accumulons, alors pas par moi uniquement, par tout ce que je vois autour de moi, j'arrive à faire les liens. Et comme j'ai de grandes connaissances en anatomie et en paléontologie, hein, euh, je peux à ce moment-là euh, analyser et aller beaucoup plus loin que les autres. Mais comme on dit tout le temps, si je suis allé plus loin que les autres, c'est que je suis monté sur des épaules de géants. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont fait des recherches avant moi et qui m'ont apporté des données fantastiques que j'ai pu analyser, hein. Alors, il y a une différence entre trouver des données et être capable de les analyser. C'est souvent deux façons de penser différentes, hein. La science est faite comme ça. Il y a des gens qui ont des capacités qui sont dans la recherche pure et dure et dans l'analyse, hein, de grands techniciens qui sortent des analyses. Et il y a des gens qui sont capables de recouper toutes ces analyses et d'en tirer justement d'autres analyses permettant de faire évoluer la science. Je fais partie de ces gens-là qui ont un esprit analogique extrêmement puissant. Voilà. Je suis reconnu dans le monde entier, en tout cas pour mon apport en
en anatomie, en compréhension des blessures aussi dans le domaine du sport, hein, puisque c'est ma spécialité. Alors je vais vous dire ce que j'ai mis, une petite réponse gentille. Alors, les causes d'oestrus, alors j'ai expliqué, hein, mes grandes découvertes, c'est les causes de la perte d'oestrus chez l'homme, les causes physiques et culturelles de la bipédie, la cause et le processus de l'apparition des notions de temps dans le langage, la cause physique et biologique des notions d'esprit et de Dieu chez l'homme, donc la spiritualité humaine, l'adaptation du système locomoteur des hommes au nord pour produire de la chaleur et des hommes du sud pour éviter d'en produire. Les causes de la disparition des paranthropes, les causes principales de l'explosion du cerveau humain en volume et encore plein d'autres découvertes fabuleuses. Alors ça paraît simple, je ne sors pas ça de mon cul, toujours étayé, et je vais t'expliquer un peu, toi qui me suis. Après, tu peux le trouver dans l'éveil des consciences ou sur les vidéos plus approfondies que je fais, mais je vais t'expliquer pourquoi ces découvertes sont fabuleuses et sont très intéressantes, et c'est une compréhension nouvelle du monde que j'apporte, hein. Alors, je demande à mes détracteurs de ne pas me traiter de crétin, hein, ou de dingue, mais d'apporter des contre-arguments, hein, parce que si tu viens dire t'es un crétin, t'es un abruti, ce que tu dis est stupide, on reste au niveau de l'école primaire, même pas de la maternelle, où le gamin dit beurre que j'aime pas, hein. Non, la science, c'est apporter un contre-argument factuel à une observation et des analyses de faits, hein. Donc s'il ne fait pas ça, c'est qu'il est con, mais comme il est con, il ne le fait pas, donc il ne peut que me critiquer. C'est un abruti total, voilà. Alors, la première chose, c'est les causes de perte d'oestrus chez l'homme. Alors, on avait dit Jarod Diamond, qui a été, je crois, le prix Pulitzer, c'est ça, hein, avait fait de très bonnes études. C'est lui qui a fait le 3e chimpanzé, et il a fait de très bonnes analyses, et il avait dit: «On ne comprend pas pourquoi les hommes, sont les seuls primates à avoir perdu, dans leurs relations sociales», hein, et c'est cette spécificité que l'on retrouve, hein, chez les mammifères, chez beaucoup de mammifères, la plupart, des périodes d'oestrus. C'est-à-dire que les périodes d'oestrus, c'est-à-dire que la femelle, quand elle est en période de fécondité, va adopter une couleur, une position, un comportement montrant qu'elle est en période de fécondité pour pouvoir attirer les mâles et pour pouvoir optimiser justement cette période de fécondité pour pouvoir se reproduire. Donc c'est commun à la plupart des primates et puis bien d'autres mammifères, mais l'homme a perdu ses périodes d'oestrus. Alors j'ai expliqué pourquoi on a perdu ces périodes d'oestrus, pour une raison très simple, c'est que quand on est passé de la forêt à la savane, bipède, hein, c'est-à-dire qu'avec les femelles qui portaient leurs petits dans les bras, comme je suis anatomiste, je l'ai expliqué, elles n'avaient pas encore ce bassin, hein, permettant humain, hein, très déporté latéralement, avec une cage plus étroite qu'un australopithèque qui grimpait encore aux arbres. À l'époque des australopithèques, les femelles portaient leur bébé devant et pas sur le dos, puisque les autres singes le portent sur le dos, et elles étaient handicapées pour courir, surtout qu'elles n'avaient pas une bonne accélération. Tout ça, je l'ai expliqué à cause de l'os iliaque qui n'était pas encore déporté vers l'arrière, il marchait bien, et les femelles étaient étaient les premières à être victimes des prédateurs, parce que le bébé dans les bras, un bébé à croissance lente, et plutôt, ce sont des individus sociaux avec un cerveau qui avait tendance à se développer en volume, qui restait longtemps près de la maman, et ces mamans dans un univers de savane où il n'y a plus beaucoup d'arbres pour se réfugier, donc, et plus beaucoup de nourriture adaptée à des singes qui, à la base, sont des singes frugivores, hein, un peu feuillivores, qui mangent un peu de racines, mais frugivores, ça posait énormément de problèmes, et c'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur la viande, et que les hommes sont allés, les mâles, hein, pas les hommes, à cette époque on parle de mâles, sont allés en bipède, les mains libérées en faisant de la locomotion avec des armes, des bouts de bois, des pierres, aller chaparder la nourriture et ramener aux femelles de la nourriture. Cette nourriture qu'elles échangeaient, bien sûr, hein, ça ne se fait pas comme ça, il n'y a pas une compréhension de la paternité tout de suite, mais qu'elles échangeaient contre de l'épouillage et de l'affection. Et c'était les femelles, et du sexe, c'était les femelles justement qui échangeaient nourriture contre affection, qui avaient le plus de chances de survivre, donc parce qu'elles avaient un apport de nourriture plus important, parce qu'elles ne s'éloignaient pas des arbres pour se faire bouffer par les prédateurs, elles ne restaient pas des arbres, elles compensaient en donnant cette espèce de tendresse, d'affection et de sexe au mâle qui
générait une dépendance et qui leur donnait de la nourriture. Et le fait à ce moment-là d'avoir une disparition progressive des périodes d'oestrus, hein, c'est-à-dire qu'il devait avoir les callosités fessières qui rougissaient, la vulve, hein, mais comme elles sont debout, ça se voit moins, et les attitudes des femelles ne devaient plus être très marquées, donc il y avait une espèce de sexualité permanente qui est arrivée avec disparition des périodes d'oestrus, hein, et sexualité permanente pour permettre justement au mâle de nourrir en permanence les femelles. Donc tout est une question d'économie, hein, et c'est un énorme avantage pour les australopithèques de l'époque, même par rapport aux paranthropes qui n'avaient pas toutes ces structures. Donc les mâles partaient en petits groupes et chacun s'attachait à une femelle, voire deux, hein, mais pour la nourrir. Donc il y a une espèce de monogamie qui est apparue à ce moment-là. Et il y a eu cette disparition des périodes d'oestrus, hein, pour pouvoir, en fin de compte, nourrir en permanence les femelles, hein, attachement du mâle, hein, et échange sexe et affection contre nourriture en permanence pour optimiser la survie des femelles avec leurs petits, hein. Donc c'était plus elles qui allaient chercher la nourriture, comme les femelles de chimpanzés ou même les femelles de gorilles, ou toutes les femelles, tous les primates d'ailleurs font. Chez les australopithèques, il y a eu un commencement, en tout cas chez les australopithèques, et après ça s'est conservé. Ce sont les mâles qui allaient chercher la nourriture et plutôt de la viande qui est facilement transportable et des os avec de la moelle dessus. Tout est une histoire de calories, hein. Si tu veux ramener des tubercules, c'est trop gros, hein, et des feuillages encore plus, et des fruits, c'est pas évident, il y en a pas tellement en savane. Il y a des gros prédateurs, donc les hommes, les mâles, ils se font pas trop attaquer parce qu'ils sont en groupe et armés, mais les femelles, c'était vraiment dangereux pour elles. Donc ça a survécu comme ça grâce à à la disparition des périodes d'oestrus. Donc c'est très intéressant de comprendre ça. J'ai apporté la réponse à Jarod Diamond, prix Schultzer, qui se posait la question. Mais je l'ai apporté il y a longtemps, hein, c'est parce que j'étudie ça, j'étudie les structures des australopithèques. J'ai expliqué que le portage du bébé n'était pas possible en comparaison au portage du bébé par les femmes, hein, humaines, après qui ont eu cet élargissement du bassin et ce trécissement de la cage thoracique, puisqu'elle grimpait plus dans les arbres, c'était plus du tout la même structure. Donc c'est très intéressant de le comprendre. Donc, c'est ce qui a ce qui a permis à notre espèce de survivre, et surtout nos femmes, hein, grâce à cette disparition des périodes d'oestrus. Donc voilà, j'ai apporté la réponse. Ensuite, la cause physique et culturelle de la bipédie. Alors c'est toujours intéressant de passer en revue des choses comme ça, parce que malheureusement, Thomas Durand et sa bande de zététiciens, hein, j'ai eu 900 commentaires d'insultes et de moqueries, alors que les mecs n'ont pas de niveau, hein. Alors c'est très simple, hein. La cause physique et culturelle de la bipédie, il y a la cause physique, c'est que les singes qui vivent en forêt, et quand ils atteignent un certain poids et qui vivent dans un milieu assez riche, donc ils peuvent manger, peuvent se développer en volume, ils sont assez gros, et à ce moment-là, quand tu es gros, si tu chutes des arbres, tu tombes. Donc tu as un rétrécissement, en général, des fléchisseurs des doigts, qui fait que tes doigts sont, quand tu tends le poignet, comme les fléchisseurs des doigts sont courts, sont raccourcis, hein, c'est une sélection naturelle qui se passe, plus tu es lourd, plus tu vas avoir le doigt en crochet pour, justement, quand tu vas tendre la main, tu vois, tu peux étendre les doigts quand tu es le poignet fléchi, hein, quand tu es un singe lourd, hein, je parle d'un singe lourd, et quand tu étends la main, tes doigts vont se refermer, parce que les hommes n'ont plus ça, hein, parce qu'on ne grimpe plus aux arbres, parce qu'ils vont à ce moment-là avoir les doigts qui vont se mettre automatiquement en crochet, parce que les fléchisseurs des doigts sont courts. Donc automatiquement, ils ne tombent pas des arbres, ils s'accrochent, ils peuvent se déplacer avec des crochets sans dépenser de la contraction, hein, et donc ils sautent avec des crochets dans les mains, et quand ils mangent, ils sont obligés de plier, hein. Vous voyez les singes qui plient pour manger, c'est ouh, 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 comme ça, parce que ils ont les fléchisseurs des doigts très courts, parce qu'ils sont lourds et parce qu'ils peuvent tomber. L'avantage, l'inconvénient, c'est que après, tu peux plus marcher sur le bout des mains comme ça, hein, tu marches ici, et donc quand tu vas marcher, tu vas pas plus marcher sur la paume, hein, comme les macaques, hein, ou les hamadryas ou autres singes de plaine, hein, sans babouins, qui marchent sur la paume de leurs mains. Nos ancêtres, marchaient au début comme les chimpanzés, sur le bout des phalanges, ce qui fait qu'ils étaient un peu relevés, hein, à moitié relevés, ce qui facilite déjà de se mettre debout. Alors il suffit qu'il y en ait un qui se mette debout plus souvent, hein, et qui déforme son squelette comme ça, hein, pour pouvoir à ce moment-là générer une bipédie culturelle, puisque les genoux, le squelette, la colonne vertébrale va se former, hein, va prendre une espèce de courbure spéciale, puisqu'elle n'est pas courbée, elle va se déformer, le squelette c'est malléable, et si tu habitues
un petit singe, ou un singe, a marché debout comme Ambam le gorille, hein, c'était un singe, d'Angleterre dans un zoo qui a imité lui ses soigneurs puisqu'il avait été séparé de ses parents. Il s'est mis à adopter une marche bipède dès qu'il était petit et ils ont fait des études, il a déformé son squelette. Donc la bipédie, c'est culturel au départ, il suffit qu'il y en ait un ou plusieurs dans un groupe qui se mettent dans le même groupe à marcher et à ce moment-là, ben, les autres vont l'imiter et ils vont devenir bipèdes, surtout que c'est plus facile de se relever, hein, c'est plus amusant, plus ludique quand tu es déjà à moitié relevé. Donc tu marches, tu te relèves et c'est comme ça que ça apparaît parce que la morphologie se prête au redressement facile, hein. En forêt, ils ont un certain poids, donc ils sont lourds, il faut déjà qu'ils soient assez lourds. Donc pour pas parce que la principale cause de mortalité, c'est la chute, hein, des arbres, donc main en poignet quand tu main en crochet quand tu es lourd, parce que ceux qui ont pas les fléchisseurs courts, ils tombent, ils meurent, ou ils se blessent gravement, ils se reproduisent pas. Donc c'est très intéressant de comprendre que c'est la morphologie due au poids, hein, de l'individu qui va générer la possibilité de se relever et ensuite certains individus qui vont se relever et qui vont montrer l'exemple et déformer leur squelette par l'éducation et ensuite générer des groupes entiers bipèdes en forêt qui vont progressivement, quand ils sortiront de savane, être plus adaptés dans ce milieu, hein, et ça va leur apporter un plus. Donc la bipédie, elle est liée à des facteurs physiques, c'est-à-dire un certain poids, les mains en crochet, et après elle est culturelle. On le sait puisque nos petits, hein, doivent avoir l'exemple de leur maman pour marcher et apprendre à marcher. On sait que notre bipédie humaine est avant tout culturelle, hein, puisque quand on laisse des petits enfants, tout ça, les enfants sauvages, alors c'est un peu des mythes, mais par exemple en Roumanie, euh, après la chute de Ceausescu, hein, il y a eu des orphelinats qui ont été abandonnés, il y avait tous ces petits gamins qui étaient pas soignés, on s'en occupait pas, on les nourrissait juste, et sans l'exemple de papa, de maman, d'infirmier qui les faisait marcher, et ben ça a fait des pauvres gamins qui n'arrivaient plus à marcher debout et se déplacer à quatre pattes. Donc on le sait très bien, hein. Donc c'est culturel. Donc la cause de la bipédie, c'est un, le poids, un, les mains comme ça, et deux, la bipédie est culturelle, et on le voit avec le gorille en bas. Donc ça, j'apporte, si vous voulez, des explications techniques, des explications anatomiques, puisque c'est ma spécialité, hein. Il suffit de déformer la colonne vertébrale. Il y a même des petits singes au Japon à qui on apprend à faire des acrobaties. Vous avez dû les voir sur Internet, hein, avec des images sur TikTok ou sur Instagram. Où on voit des petits singes qui bougent dans tout, qui souvent au Japon ou en Chine, des petits macaques, euh, font des acrobaties et marchent debout parce qu'ils ont été éduqués dès qu'ils étaient petits à marcher. Et les radios de ces petits singes montrent que la colonne vertébrale a pris un peu une forme en S classique des bipèdes, hein. Donc il n'y a pas de... Pour marcher, il n'y a pas forcément besoin de mutation, hein. C'est juste le fait du mimétisme comportemental. Il y en a un qui décide de le faire, il va déformer son squelette, étendre sa hanche, hein, tous les ligaments de la hanche, étendre l'articulation du genou et déformer sa colonne vertébrale, et il va être un très bon marcheur. Mais il ne pourra pas courir parce que le bassin, lui, demande des mutations pour pouvoir se transformer en bon coureur. Mais la marche, relativement aisée, peut être acquis uniquement par le mimétisme culturel. Donc un singe est déjà programmé pour pouvoir marcher si jamais il imite. Alors pas tous les singes, mais en tout cas, les petits macaques, vous devriez marcher, hein, et les chimpanzés aussi, et les gorilles, on peut les voir aussi, même s'ils sont lourds, qui marchent très bien quand ils sont éduqués à ça. Voilà. Alors ça, j'avais apporté une très bonne explication. Ensuite, j'ai expliqué la cause et le processus de l'apparition des notions de temps dans le langage humain. Alors ce qui fait l'homme, comme je dis toujours, c'est pas l'outil, puisque plein d'animaux utilisent des outils, hein, les singes en particulier, mais bien d'autres, hein, même les oiseaux, les corbeaux, tout ça utilise des outils, hein. Donc c'est pas une spécificité humaine, ce qui est une spécificité humaine. Alors c'est pas aussi la viande, hein, qui a permis au cerveau humain de se développer, hein, mais la véritable spécificité humaine, c'est les notions de temps dans le langage. L'éléphant en a aussi, j'ai fait toute une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi, mais ça n'a pas généré cette explosion technologique et ce développement d'une intelligence. Alors, ils ont une très bonne intelligence aussi, hein, ils ont une spiritualité qui est liée à ces notions de temps, mais c'est vraiment les notions de temps sont liées à la bipédie. Alors, bipédie, parce que quand on est bipède, avec un cerveau déjà bien développé de primate, quand on se retrouve en savane,
les bras libérés de la locomotion, on peut, en se déplaçant, indiquer où l'on va et où l'on vient. Ça s'appelle le pointage. Donc quand on indique devant, ben, on indique obligatoirement le futur, et quand on indique derrière, on indique le passé, donc où l'on va et où l'on vient. Et si on en rajoute un son sur ce geste et qu'on enlève le geste, on va se retrouver avec, dans le langage, des notions de temps. Ce qui fait que on devient un être avec des notions de temps exprimées, ce qui fait la différence avec tous les autres animaux sociaux, même les plus développés, puisque s'ils pensent au futur et au passé, et s'ils peuvent même préméditer des actions en réfléchissant, donc avoir une notion de ce qu'ils vont faire, hein, organiser des choses, ils n'ont pas cette possibilité, ou très succinctement, de l'exprimer. Et cette façon d'exprimer le temps vient essentiellement de notre capacité à indiquer d'où l'on vient ou où l'on va avec les mains, et principalement la main droite, hein, puisqu'on est une espèce droitière, hein, c'est un avantage, hein, puisque ça nous permet de pouvoir, dans les relations en groupe, accélérer ces relations, puisqu'on sait déjà qu'on va avoir globalement des interactions droitières avec les individus, ce qui accélère et ce qui permet de mieux survivre, de faire mieux survivre le groupe. Ça accélère les relations sociales. Mais bon, l'avantage, bon, c'est pour ça que les notions de temps, hein, indiquer où je vais, où je viens, et le langage, souvent on dit que c'est à gauche. Pourquoi? Parce qu'on est une espèce droitière, donc on va communiquer avec des gestes de la main droite, la main gauche étant en général assez puissante et étant faite pour porter des objets, hein, lourds, et la main gauche pour travailler en modulation et indiquer où l'on va, où l'on vient. Donc on va, où l'on vient, on enlève les gestes, on met un son, on se retrouve avec des notions de temps dans le langage, permettant d'exprimer le futur et permettant d'exprimer le passé, donc de se remémorer des actions passées pour consolider les collections neuronales et créer une espèce de culture mémorielle langagière, et ainsi préméditer à plusieurs des actions futures de chasse ou autres, ce qui nous donne une supériorité monstrueuse sur le reste des animaux qui sont obligés, si vous voulez, euh, de, euh, d'agir sur l'instant, d'organiser leurs actions en fonction du moment présent, alors que nous, on peut organiser nos actions en fonction de ce que l'on aura préparé par le langage ensemble, hein, ce qui nous permet de préméditer à l'avance des actions prédatrices ou autres, hein. C'est ça qui fait l'homme, hein. Donc ça, je l'ai expliqué. Thomas Durand, c'est marrant de le dire, et sa bande ont dit que j'étais un crétin, euh, que je sortais ça des dingueries. Bien sûr, ce monsieur n'a aucune notion en évolution. La seule chose qu'il connaît, c'est un peu de biologie végétale, et sa spécialité, c'est les peupliers transgéniques. Voilà. Alors que moi, ma spécialité en évolution, hein, c'est les hommes, la bipédie, c'est les hommes, et la primatologie, et l'évolution humaine et l'anatomie comparée, hein. Donc, j'ai quand même des notions qui sont sûrement plus importantes et plus euh, consistante que les siennes dans ce domaine. Malheureusement, ce monsieur attaque. C'est pas moi qui l'attaque, hein. Pendant des années, j'ai été attaqué et insulté, mais sans preuve. Alors voilà, je vais continuer parce que ça tombe bien, parce que ça me permet de vous expliquer un peu l'évolution du monde. Alors ensuite, j'ai parlé des causes physiques des causes physiques et biologiques des notions d'esprit de Dieu chez l'homme. Ah oui, c'est pas du tout quelque chose qui est comme ça, Dieu ou l'esprit, hein, la spiritualité. C'est lié directement aux notions du temps, parce qu'à partir du moment où tu exprimes le futur et le passé, c'est-à-dire que tu arrives à te concevoir décorporé en esprit dans un passé mémoriel ou un futur hypothétique, donc en d'autres lieux et d'autres temps, tu es capable de te concevoir en esprit sans le corps, donc tu es capable de concevoir l'esprit. Donc ça te donne une certaine spiritualité, hein, et ça te donne la capacité aussi de te projeter face à la mort, donc de perdre cette insouciance qu'ont les animaux. Ils ont peur, hein, ils ont peur de la mort, mais qui arrive, mais ils n'ont pas cette compréhension verbale, cette compréhension par le langage de la finitude que nous avons grâce aux notions de temps liées à la bipédie, à l'indication de où l'on vient et où l'on va. Donc c'est toujours intéressant de comprendre ça, et c'est ça qui donne la spiritualité. Et de là, avoir cette angoisse de la mort et à dire, puisqu'on est capable de concevoir l'esprit sans le corps, bah,
face au vertige de la finitude et de la mort, donné par notre capacité à se projeter dans le futur, donc dans notre mort, ben, on peut se consoler, on peut penser, commencer à concevoir l'esprit qui survivrait à la mort du corps par cette capacité du langage de se concevoir en esprit sans le corps. Donc c'est la naissance de la spiritualité. Donc cette spiritualité doit être extrêmement ancienne, balbutiante au début, hein, un peu comme celle des éléphants. Les éléphants qui ont cette notion aussi, je l'ai expliqué, hein, par cette capacité d'indiquer d'où ils viennent et où ils vont avec la trompe. Et on a cette notion de temps qui nous branche directement sur la spiritualité et qui conçoit l'esprit, conçoit son esprit, l'esprit des morts, l'esprit de la nature, l'esprit du monde et après l'esprit des dieux et de Dieu, hein, donné par la solitude de l'homme dans le désert face à lui-même, qui conçoit l'esprit seul dans le monde, l'esprit créateur. Bien sûr, c'est très intéressant de comprendre que tout ça ne sort pas du néant, tout ça sort d'une lente évolution et du développement de nos structures qui permettent justement à notre cerveau de générer cette spiritualité qui est directement enclenchée par la bipédie et la libération des bras et l'indication d'où l'on va et où l'on vient, donc du temps. Voilà, le futur et le passé. Alors ensuite, donc je parle de ça, après j'ai parlé de l'adaptation du système locomoteur des hommes du Nord pour produire de la chaleur, hein, et les hommes du Sud pour l'éviter. Alors voilà, je suis très, très content parce que ce que j'ai expliqué il y a 20 ans et ce que j'explique dans mes vidéos est enfin confirmé par les dernières recherches. Alors les recherches statistiques, hein, sur les tendons et sur les mollets, puisqu'ils ont étudié ça. Moi, je vous l'expliquais depuis longtemps. Les mollets nordiques, hein, et la forme des hommes du Nord, de Néandertal en particulier, mais si vous regardez un Inuit, il n'est pas très loin de Néandertal, hein, c'est des adaptations pour produire de la chaleur. Donc on voit par exemple qu'ils sont, et pour la conserver, donc ils ont un buste, un gros buste, hein, des gros poumons, des viscères remplis de gras, puisqu'il faut passer l'hiver où il n'y a pas beaucoup de nourriture, hein, et puis des membres courts et des gros mollets, des gros avant-bras, et principalement des gros mollets, des quadriceps qui descendent bas pour, enfin non pas être plus fort, mais surtout pour, par ces muscles très puissants mais peu efficaces en vérité pour le déplacement, produire de la chaleur, puisqu'on sait très bien que notre contraction musculaire produit en général, en fonction des individus, hein, 70% d'énergie pour le mouvement et pour la chaleur, dissipée en chaleur, et 30% qui vont aller dans le mouvement. Mais justement, cette chaleur est un avantage énorme en climat froid, hein, et particulièrement pour les hivers glaciaires. Donc on a des membres qui se sont transformés pour se réduire, conserver la chaleur, être massif et aussi être peu économique et avoir des gros muscles pour produire beaucoup de chaleur pendant les déplacements, d'où ces gros mollets des gens du Nord, hein. Alors il y a plein, après ils ont grandi avec le lait, mais à la base, comme Néandertal, ce sont des gros mollets faits pour, et des grosses cuisses très musclées vers le bas, pas faites pour être le plus fort possible et courir vite, non, absolument pas, faites pour produire de la chaleur et monter en chaleur l'hiver quand il fait très froid pour éviter de se refroidir et surtout de refroidir aussi le cerveau, hein, très important. Nous avons le même effet inverse, hein, l'effet inverse chez les hommes du Sud, chez les Africains, particulièrement les Sahéliens, les Subsahariens, mais plus les Sahéliens encore, hein, qui ont de grandes jambes, hein, très longues, avec de petits muscles et de grands tendons, de petits muscles et de grands tendons, hein, ce qui permet d'avoir une locomotion très économique, mais très efficace, parce que tous ces grands tendons vont permettre de récupérer pendant la marche l'énergie cinétique et ainsi de marcher d'une façon très économique sans contracter les muscles. Alors, c'est un avantage énorme puisque ça permet dans ces climats très chauds de ne pas monter pendant le déplacement, hein, diurne en chaleur et de ne pas faire une montée de chaleur excessive qui va nuire justement au bon fonctionnement du cerveau et qui va même pouvoir tuer l'individu puisque la première cause, la première cause de mortalité, mais une des premières choses contre quoi l'homme doit lutter dans ces pays très chauds, par exemple le Sahel, hein, les zones de savane ou stépiques, hein, comme ça où il y a quand même de la nourriture, hein, c'est d'éviter de monter en chaleur. Donc à ce moment-là, ils ont un système très économique qui marche à la restitution d'énergie, comme sur des ressorts, hein. Ces tendons fonctionnent comme des ressorts, c'est très économique. Alors ça a un autre avantage formidable, ces tendons, que l'on rencontre chez les Africains bien sûr, hein,
fréquents, ces grands tendons et ces muscles courts, hein, même ces ischios très tendineux, c'est que si ça ne fait pas monter en chaleur, ça permet aussi de courir très vite, puisque à partir du moment où tu commences à prendre de la vitesse, tu vas récupérer l'énergie cinétique et au fur et à mesure de la course, tu vas en récupérer tellement que tu vas accélérer, accélérer et battre tous les records du monde de vitesse, hein. Et on s'est aperçu que même les tendons, je l'avais dit aussi, hein, de ces hommes, du sud, hein, de ces, sahéliens et ces subsahariens plus, étaient plus tendus que ceux des hommes du Nord. Ils ont fait des études, les Japonais ont fait des études récemment, ce qui permet en fin de compte d'avoir une meilleure restitution dans la chute et d'aller plus vite et ça fait des champions. Ils ont étudié justement les tendons des Jamaïcains. Ils se sont aperçus qu'ils étaient plus tendus, plus grands déjà et plus tendus, que ceux, des Japonais particulièrement, qui avaient fait l'étude. Donc ils ont fait les sprinteurs japonais et les sprinteurs, heu, jamaïcains, je crois et ça a été la confirmation de tout ce que je vous expliquais dans mes livres. Donc on peut se foutre de ma gueule, heu, ça va un temps, sauf qu'il faut quand même contre-argumenter un minimum. Donc voilà. Alors moi, ce que j'avais expliqué là-dessus, c'est très intéressant à comprendre, c'est que les chercheurs avaient expliqué que c'était parce qu'il y avait un gène qui, permettait d'avoir les tendons plus durs, parce que c'était un gène qui était associé, à la formation des hématocrites et à cause du palu, hein, de ce problème, hein, de cette pathologie de ces régions, le fait d'avoir, ce gène transformait, les hématocrites, ce qui fait que, ces hématocrites, étaient moins susceptibles, je crois d'abriter ce parasite, hein, c'est ça? Et restaient efficaces dans le transport d'oxygène, mais en même temps, il y avait, un raidissement des tendons et ce qui permet qu'ils couraient plus vite. Alors, la vérité, c'est que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé puisque la première cause, de mortalité, ça va être la montée en chaleur et pas le palu, hein. Le palu, même si c'est très grave, c'est globalement la première cause de mortalité auquel un être va être confronté là-bas, ça va être dans un premier temps la montée en chaleur. Donc c'est parce qu'ils avaient ces adaptations pour pas monter en chaleur qu'ils ont aussi eu, cette transformation des hématocrites qui leur a permis de mieux résister au palu et pas l'inverse. Donc ça, c'est mon apport à la science, hein, bien sûr, puisqu'il faut regarder d'abord qu'est-ce qui est la plus grande cause de mortalité, hein. C'est pas le palu, c'est la montée en chaleur. Mais bien sûr, sur des années, il faut voir ça dans un passé, le problème lointain. Le problème, c'est que les gens réfléchissent au jour le jour, alors qu'il faut comprendre l'homme dans son parcours, hein, et dans son évolution d'un point A à un point B et pas à l'instant précis. Voilà, donc c'était la petite ce que je voulais apporter. Alors ensuite, j'explique un peu, ce qui s'est foutu de ma gueule, mais c'est des découvertes, hein, c'est de l'analyse de haut niveau, hein. Alors ensuite, j'expliquais, voilà, pour éviter d'en produire. Alors ensuite, la cause de la disparition des paranthropes. Alors ça va avec les australopithèques, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est dans l'éveil des consciences d'ailleurs, hein, que vous pouvez lire. La cause de la disparition des paranthropes, c'est un australopithèque, mais un australopithèque qui était plus végétarien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une séparation à un certain niveau de la lignée, dans la lignée australopithèque, entre des australopithèques qui ont donné des hommes et les australopithèques qui ont donné des paranthropes et qui ont disparu. Alors ils ont disparu les paranthropes parce que leur système, leur structure sociale était moins bonne que la structure sociale des australopithèques, puisque les australopithèques avaient une structure sociale qui était basée sur sexe contre énergie, donc c'était les mâles qui nourrissaient les femelles qui, elles, restaient près des arbres, donc ils sont devenus plus carnivores, hein, en tout cas ils chapardaient des charognes fraîches, parce qu'ils ont pas le système digestif pour bouffer de la charogne pourrie, hein, depuis longtemps, hein. Ce sont des petits singes, ils ont pas l'estomac acide comme les chiens, hein, ou les chats encore plus acides comme les charognards. Ils ont des intestins encore assez longs, dans lesquels pourraient, proliférer des, bactéries pathogènes. Donc ils étaient obligés d'aller chaparder de la proie fraîchement abattue à des petits prédateurs et ils ramenaient ces proies, avec les os, et de la moelle aux femelles qui restaient près des arbres et à ce moment-là, qui ne mouraient pas. Donc chaque mâle nourrissait sa femelle, mais les mâles allaient en groupe uni avec leurs potes, se protégeant les uns les autres dans une savane où règnent des grands prédateurs très dangereux, hein, mais eux-mêmes sont très dangereux parce qu'ils tapent, hein, de haut en bas avec leurs armes, ils peuvent lancer des cailloux, donc ça déplaît profondément, même aux lions, hein, de l'époque et même aux hyènes géantes. Donc
et les femmes, les femelles restant près des arbres, étaient relativement protégées, prêtes à grimper, hein, à jeter peut-être des cailloux mais elles n'allaient pas chercher la nourriture en permanence, ce qui, leur permettait de rester en une certaine sécurité. Alors que les paranthropes avaient adapté un autre système, donc des mâles beaucoup plus massifs, hein, de gros mâles costauds, donc visiblement un mâle dominant, style une hiérarchie gorille, hein, avec des femelles qui allaient, protégées par un mâle costaud, peut-être des juvéniles à côté assez costauds, qui allaient chercher la nourriture en groupe dans la savane, et ils allaient chercher une nourriture plutôt végétale, ce qui demande plus de temps, hein, à aller chercher, plus de temps à fuir, puisqu'on a analysé leurs dents et leur dépôt d'isotopes. On sait qu'ils étaient plus végétariens, hein, et leur côté très massif montrait qu'il y avait sûrement une structure de harem avec plusieurs femelles, et c'était les femelles qui se nourrissaient. Et le problème de ces femelles qui se nourrissent elles-mêmes et qui ne sont pas nourries par les mâles, c'est qu'elles vont plus souvent en savane où règnent les grands prédateurs, et leur probabilité de se faire bouffer, alors surtout quand elles ont les petits dans les bras, hein, bien sûr, puisque ça gêne, un bipède, un petit dans les bras, t'es pas top pour partir en courant, surtout que t'es pas encore adapté à la course rapide, t'es plutôt adapté à la marche sans problème bipède, hein. Les mâles, par contre, sont très dangereux, ils sont très balèzes, et ils peuvent taper de haut en bas d'une façon extrêmement dangereuse, hein. Sauf que les femelles, elles, avec les petits dans les bras, c'est pas ça. Donc la probabilité de survie des femelles était bien plus réduite que celle des australopithèques, et leur structure sociale faite sur le harem était moins efficace que la structure sociale des australopithèques faite sur une espèce de monogamie, de groupe de mecs qui part et qui nourrissent chacun leurs femelles, même si leurs femelles ne sont pas forcément hyper fidèles, hein, il y avait une espèce d'attachement à la femelle et nourrissage, donc une structure là-dessus qui permettait la survie de ces femelles qui faisaient sexe contre nourriture et disparition des périodes de l'œstrus. Donc chez le paranthrope, sûrement pas. Ils avaient même dû conserver leur période d'oestrus, hein, puisqu'il n'y avait pas échange sexe contre nourriture. La période d'oestrus qui disparaît n'a d'avantage que quand il y a échange de nourriture. Une femelle qui se nourrit elle-même, elle garde cette période d'oestrus pour se faire féconder au bon moment par le mâle, le gros costaud du coin, et voilà. Donc c'est parce que les femelles de paranthropes se faisaient plus bouffer que les femelles d'australopithèques que, progressivement, les paranthropes ont disparu. Alors ça n'a pas disparu tout de suite, mais il a fallu quelques dizaines, voire centaines de milliers d'années pour voir cette branche s'éteindre à cause de ce mode, de cette structure sociale qui était moins adaptée pour un primate bipède. Voilà. Alors c'est l'explication, c'est une explication économique, mais tout est économique, hein. Il faut toujours penser le monde et la nature et les organismes dans un système économique, le but étant de prendre l'énergie et de la conserver pour rester en vie, ne pas dépenser trop non plus, hein. Et ça, c'est la base. Donc, visiblement, les zététiciens ne comprennent pas ça. À part se moquer, ils apportent rien. Mais j'espère que je vous fais un très, très bon cours, hein. Voilà. Ensuite, une dernière découverte que j'ai faite, hein, ce sont des découvertes, hein, c'est la cause principale de l'explosion du cerveau en volume. Alors, comme je vous l'ai dit, la cause du cerveau, de l'explosion du cerveau en volume, c'est pas les outils, puisque les autres animaux l'ont, c'est pas être carnivore, puisque si ça fait grossir le cerveau, l'apport de ces acides aminés, si c'était ça, bah, on aurait des lions qui iraient des détourner des astéroïdes de leur orbite, hein, en créant des satellites et des grosses fusées, hein. Non, la cause du développement en volume du cerveau humain, ce sont les découvertes d'outils linguistiques, hein, découvertes qui sont faites par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la nature, si vous voulez, mais ce sont les outils linguistiques et les découvertes d'outils linguistiques qui permettent justement à ce moment-là la sélection de mutations accédant à la prolifération neuronale, hein, qui permettent d'avoir une grosse mémoire et une mémoire utile. Sans ces outils linguistiques, c'est-à-dire notion de temps, compression de données en mots, c'est cette interface sonore qui permet de penser plus vite, une grosse mémoire ne sert à rien puisqu'elle est trop lente et tu te fais bouffer par des prédateurs. Le temps de penser va être trop lent. Donc il faut une interface sonore avec notion de temps pour analyser et thèse, antithèse, verbaliser dans la tête à ce moment-là pour pouvoir parler, c'est-à-dire penser en partie en parole, hein, ce qui permet d'accélérer la vitesse de réflexion et d'analyse. Autrement, le réflexe conditionné fonctionne beaucoup mieux. Alors, il y a les éléphants, eux, qui peuvent avoir des notions de temps, hein, mais eux peuvent se permettre de penser lentement puisqu'ils n'ont pas affaire à des prédateurs qui vont les bouffer, puisqu'ils sont énormes et extrêmement dangereux. Donc, l'homme, nos ancêtres, ont, par la découverte fortuite d'outils linguistiques, ont vu leur cerveau exploser en volume, puisque d'abord les notions de temps
associé à la compression de données sensorielles et émotionnelles, hein, donc ce que tu vois, donc des objets, tu vas donner un nom à des objets, un son à des objets, hein, un son à des émotions, un son à des ressentis, hein, donc tu vas tu vas comprimer ça en son, ce qui va te permettre d'avoir cette interface sonore, un peu comme en informatique, hein, vous voyez, cette mémoire vive pour penser beaucoup plus vite. Donc ça 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 va beaucoup plus vite, comme je dis tout le temps, quand tu penses par exemple à ta mère, de penser ta mère en disant: «Je pense, ah si maman était là», que, de penser maman avec, la vision de maman, l'odeur de maman, la couleur de maman, le son que aimait maman, hein. Le mot «maman» permet de stocker toutes ces données sensorielles dans une interface, sonore qui correspond à un groupe plus limité de neurones, mais qui sont liés à d'autres neurones. Donc tout ça va extrêmement, accélère la pensée et permet à ce moment-là d'avoir une pensée rapide et à ce moment-là, toute mutation aléatoire, entraînant une prolifération neuronale et à ce moment-là, conserver, parce qu'elle a cette interface sonore et à chaque fois qu'il y a des découvertes linguistiques, il y a une augmentation du cerveau en volume, parce que ça devient utile par sélection des mutations entraînant une prolifération neuronale dans certaines zones du cerveau, hein. Parce qu'un gros cerveau qui fonctionne trop lentement, ça n'a aucun intérêt parce que un, ça consomme énormément et la nature est efficiente. Ça consomme trop, tu es obligé de chercher plus de nourriture, c'est la merde, hein. Et si ça marche lentement, bah, c'est pas efficace et bah, tu seras vite éliminé parce que même si tu as une réflexion très approfondie et une analyse très profonde, heu, de ce que tu vas faire pour préméditer une action, donc thèse, antithèse, hein, tu te parles dans la tête: «Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que j'attaque?» Et si tu as affaire à un lion, si tu penses lentement, tu es mort. Donc tu vas analyser très rapidement grâce à cette interface sonore et tu vas survivre, hein, puisque tu vas pouvoir agir par thèse, antithèse, hein, et analyser la situation, puis après mémoriser ces situations en créant des espèces de réflexes conditionnés. Mais réflexes conditionnés que tu auras avant verbalisés, tu auras d'abord pensé la chose, verbalement, sonore, et après tu auras agi, et à ce moment-là, tu vas mémoriser ce que tu as fait. Donc, c'est les outils linguistiques, enfin, la découverte fortuite d'outils linguistiques, hein, qui permettent cette augmentation en volume du cerveau par le fait que chaque mutation entraînant une prolifération neuronale devient enfin utile et n'est pas une consommation superflue d'énergie pour un cerveau qui penserait trop lentement, même s'il pense très intelligemment. C'est valable pour les éléphants, pas pour les hommes qui étaient encore en tout cas nos ancêtres, des primates qui étaient encore très vulnérables. Donc c'est notre gros cerveau qui nous a fait survivre et il a explosé en volume grâce au langage. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole, hein, Jean, hein, la Bible, vous inquiétez pas, nos sages d'avant, tout ça c'est symbolique, mais connaissaient très bien et s'étaient penchés sur la question. On se penche sur la question depuis presque les australopithèques, même s'ils le faisaient d'une façon extrêmement rudimentaire. Cette bipédie leur avait donné quand même accès à un début de spiritualité, de compréhension du monde verbalisé. Voilà, petite vidéo, j'espère qu'il vous fera comprendre quelle découverte fabuleuse j'ai fait et que les moqueries des zététiciens ne sont que des moqueries de pauvres types, hein, qui ne créent rien. Souvent, le zététicien, je les voyais qui est de l'avier et qui parle, il devrait se taire, il n'a aucun diplôme. Il parle à des gens qui ont un bac plus 5, hein, ou à des doctorants. Je leur explique quand même que ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas alors son bac plus 5, hein, ce n'est pas le fait d'être doctorant, c'est ce que tu as apporté à la société par ta réflexion et tes créations et pas les informations que tu as restituées pour avoir un diplôme. Les Américains le savent bien, les Allemands aussi, ils se foutent de cette mentalité française bien médiocre. Les mecs sont allés jusqu'à dire, heu, il aurait eu une mauvaise note au bac ou même en première année de sciences. Le mec parle encore en notes, tu vois? Tu imagines? C'est pas comme ça que tu vas pouvoir évoluer, mon gars. Donc voilà, c'est les apports que j'ai faits à la société. Moi, ça me fait rire parce que c'est mon pays, hein, et je vois que des mecs sont payés par l'État pour
insulté les gens. D'ailleurs, sa page Facebook, je suis allé voir pour copier ça. Enfin, j'ai recopié. Moi, je copie mais les attaques qu'on fait contre moi, pas d'autre chose, ça m'intéresse pas. Donc je vois que c'est fait que d'attaques de moi, des autres. Donc ils vivent sur l'attaque. Le problème, c'est qu'ils ont attaqué un gros poisson, c'est moi, et un gros poisson qu'il n'est pas possible de débunker, puisque j'ai un esprit extrêmement logique et je suis quelqu'un qui apporte énormément à la société française, mais au monde, hein. J'ai vendu 5 millions de bouquins dans le monde, j'ai pas une seule plainte, hein. Je fabrique des machines de sport avec la firme Larocque, on est les leaders en France, on en balance à l'armée, partout, hein. On fait des machines de haute qualité parce que je connais la biomécanique et je m'associe avec eux parce que, eux ont aussi un très haut niveau de technologie industrielle avec des mécaniciens et des ingénieurs où on unit nos savoirs et nos connaissances pour faire du concret et pas du blabla de zététicien, hein. On a explosé et créé de l'emploi, hein, avec ces machines Larocque. Là, il y a 12 salles qui vont sortir en France énormes, hein. Je remercie il y a une énorme salle à Angers qui est magnifique. On a une très belle à Lyon, une superbe à Grenoble. On en a un peu partout, hein, donc j'en suis absolument fier. On a équipé l'INSEP, donc très fier de mes créations, très fier de mes livres et de l'apport que je fais, que je donne à la France. Je fais briller la culture française et je ne vis pas sur la critique. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a appris beaucoup de choses. J'ai mis, alors le prétexte, bien sûr, c'était les zététiciens, mais c'était un prétexte pour vous enseigner un peu l'évolution humaine et pour vous montrer qu'elle est merveilleuse et que la vie, que le monde est fait pour générer la vie, que la vie est faite pour générer la conscience et que ce n'est pas si complexe que ça peut paraître. Tiens, aux dernières nouvelles, une très très bonne découverte, on en a deux. Allez voir Entracte Science, j'en ai déjà parlé, une très bonne découverte d'un jeune Français qui travaille à Londres sur l'homéothermie, sur la production de chaleur, hein, grâce à l'étude de l'oreille interne et de la vie de l'oreille. Vous allez voir, c'est formidable. Ce mec-là mérite un prix Nobel, hein. Je pense qu'il va l'avoir. En tout cas, il va avoir des prix. Il est jeune et c'est la plus grosse découverte paléontologique de ces 10 dernières années. Ben, bien sûr, je vais mettre Svante Pääbo devant parce que c'est génial ce qu'il a fait. Il a eu le prix Nobel. J'en suis très content, hein. Donc c'est une très belle découverte. Et là, je regardais encore, il y a des chercheurs qui ont étudié comment se créaient les premiers acides aminés, les premières molécules complexes, et ils ont compris comment elles se faisaient enfin, grâce justement à l'accélération des principes de changement physique des molécules, grâce à l'eau et aux rayons solaires et l'énergie solaire intense et les acides aminés extrêmement complexes, précurseurs des premières molécules, on pourrait appeler des molécules à réplication de la vie, hein. On en est encore à s'interroger, hein, mais quand même on commence à comprendre. Elles se font au niveau des embruns, hein, dans cette zone humide de particules d'eau dans lequel il y a des molécules et en même temps percutées par de l'énergie à haute vitesse, hein, de l'énergie solaire qui vient accélérer d'une façon prodigieuse justement la vitesse de, la vitesse de changement, de destruction, de remodélisation des molécules pour créer des espèces de molécules complexes. C'est fabuleux. Regardez cette dernière découverte qui a été faite sur comment se créent justement ces molécules complexes et les mecs vont sûrement avoir un Nobel parce que pour comprendre la vie, c'est juste dans cette interface, hein, j'aime bien parler de cette interface entre l'air, le soleil et l'eau, hein, dans cette eau en pulvérisation avec des molécules complexes et cette énergie qui vient du soleil que l'on peut à ce moment-là accélérer tous ces principes qui modifient la structure des molécules pour créer des acides aminés complexes. Voilà, c'est pas mon domaine, mais c'est formidable à comprendre. Le monde est merveilleux. Malheureusement, nous avons des zones d'ombre, hein, que sont les zététiciens, qu'ils aillent se faire enculer. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre!